là, je reviens avec des réformes. Grand ami, du sommet la conscience, Lynn Bolduc. Bonjour Lynn. Ça fait plaisir. Bonjour Anna, bonjour Robert et bonjour à chacune de vous qui nous écoutez. Et André Roberti. Bonjour tout le monde. Bonjour Anna. Alors, je suis désolée André, j'ai oublié le caleçon pour le mettre sur mon... Mais tu sais Anna, le caleçon que j'ai mis, je crois que je l'ai là dans mon sac. C'est possible. Oui, ben, sauf que les gens qui n'ont pas vu la conférence vont rien comprendre. Il faudra aller voir la conférence d'André Roberti. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite. Depuis ce matin, les conférences de Lynn Bolduc. Et je suis désolée, mais je viens de fermer la fenêtre où il y avait les noms des conférences. Est-ce que vous vous rappelez les noms des conférences? De Lynn Bolduc, c'était de la peur du manque à l'abondance, et celle d'André Roberti, c'était... les 3 étapes pour vous libérer du regard des autres et oser vos rêves. Voilà, sont disponibles dans le sommet de la conscience. C'est le dernier jour de conférence. Elles sont disponibles aujourd'hui et demain. Donc, alors, attendez à la fin de cet échange et vous allez tout de suite regarder les conférences parce qu'elles sont passionnantes tous les deux. Vous ne savez pas comment je suis contente de vous avoir tous les deux ici. C'est un plaisir partagé. Merci pour cette belle organisation et tout le cœur que tu y mets. C'est vraiment touchant aussi. Merci, merci. Alors, je vais voir si on est en ligne parce que peut-être on est en train de parler entre nous et que personne nous regarde. On va voir tout de suite qu'est-ce qui est de la technique. Et c'est le moment, si vous voulez, bon, je ne vous ai pas prévenu parce que c'était assez vite, que vous pouvez aussi le partager avec vos réseaux. Vous pouvez mettre Lynn et André, je ne sais pas si vous allez pouvoir ou après. Partager ce live dans votre page perso ou pro. Oui, je l'avais annoncé partout, oui, puis je vais repartager tantôt. D'accord. Et ça fait que les gens le voient en direct. Alors, on est en direct, effectivement. Bon. Et je vais vous demander à vous qui êtes là avec nous, avec tellement de fidélité tous les soirs, de cliquer sur j'aime ou sur j'adore ou sur la petite tête pas contente, sur ce que vous voulez, pour nous aider à faire cet échange beaucoup plus regardé et que des gens soient touchés pour l'énergie qui va se dégager ici. Et vous allez voir, ça va être magnifique. Faites-nous confiance, ça va être bien, donc vous ne risquez rien. Vous pouvez déjà cliquer sur j'aime, ok? Alors, comment je vais vous poser une question générale tous les deux? Ah, pardon. Et avant, on va passer plus ou moins 45 minutes ensemble. Je vous invite au public de poser des questions pour Lynn et pour André parce que ça se passe très vite et qu'après, on n'a plus le temps. Alors, comment ça se passe? Comment vous vivez cette période si exceptionnelle que nous vivons en ce moment? On va commencer par Lynn. Écoute, c'est comme quelque chose qu'intuitivement, on sentait qui était pour arriver sans savoir sous quelle forme. Et puis, c'est de la turbulence un peu pour qui que l'on soit. Ça réajuste des façons d'être, de penser et même d'agir. Ça nous réajuste au niveau personnel et professionnel, qui que l'on soit. Je pense qu'on n'a pas été à l'abri, personne, d'avoir des moments un petit peu plus de doute ou quoi que ce soit, mais quand on revient dans la conscience de soi, dans le moment présent, en sachant qu'une crise est souvent une opportunité de transformation majeure pour soi et collectivement, bien, ça devient un port d'attache intérieur qui nous ramène à notre vraie sécurité. Donc, moi, c'est certain que ça l'a ébranlé au niveau professionnel, temporairement, parce que les contrats qui étaient prévus, tout s'est arrêté. Les gens ont tout arrêté, les coachings pendant un certain temps. C'était comme, on a peur, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça crée ces inconforts-là. Et de s'accueillir qui que l'on soit là-dedans, c'est super important pour dire, OK, il y a un effondrement financier pour bien des gens, il y a un effondrement des fois sur le plan de l'identité qu'on s'était faite par rapport à une réalité qui devenait illusoire jusqu'à un certain point, tout allait vite et tout ça. Et là, on se retrouve, oups, on n'a plus ces repères-là, on se retrouve par rapport à soi. Donc, moi, j'étais peut-être plus centrée par rapport à tous ces éléments-là, puis même à ça, ça m'a ramené à devoir faire le calme, puis rester alignée, centrée, de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Comment je réajuste les choses
pour continuer de mieux contribuer et de rester dans la protection de qui je suis aussi. Donc, on a perdu peut-être des choses, mais on ne s'est pas perdu soi. Et c'est ça le grand message qui ressort derrière. À partir de là, tout est possible. Merci, Lynn. Et pour toi, André? Ben écoute, quand ça s'est manifesté, j'étais à Paris entre deux vols. Je revenais de Suisse où je donnais des conférences et j'allais vers les États-Unis, vers San Francisco. Et Trump annonçait ce jour-là la fermeture des frontières. Donc, je me retrouve à Paris avec tout ce qui est en train de se passer. Et je me dis, mais il faut que j'aille au soleil. N'importe où, mais je veux bien être confiné, mais être confiné au soleil. Moi, je suis quelqu'un du soleil, en fait. Je suis venu dans ton beau pays, Lynn, l'année passée, pendant 3 mois. On n'a pas su se voir, on a voulu se voir, on n'a pas su se voir. Ça fait 2 fois qu'on passe proche, on va l'avoir à un moment donné. Ouais, et j'ai tellement aimé cette mentalité fabuleuse québécoise, mais je dois avouer que j'ai un peu souffert du froid. Donc moi, je suis quelqu'un du soleil, et donc j'ai pris un vol vers Lisbonne, et je suis un peu en dessous de Lisbonne, donc au Portugal. Vous voyez, il y a les rayons du soleil là qui illuminent un petit peu, et donc pour moi, c'était important d'être confiné et en même temps d'être confiné, mais dans un endroit où je suis un grand amoureux de la liberté, où je dois pas signer un papier pour sortir, etc. Donc, j'ai le bonheur d'être au Portugal avec plus de liberté qu'ailleurs, ce qui me permet de garder une forte connexion avec la nature. Alors, c'est vrai que ce confinement est très déstabilisant pour tout un chacun, puis pour nous aussi. Pour moi, ça l'a été. Je suis conférencier, c'est mon métier de cœur, au-delà de tout ce que je peux faire sur le web. Donc, cette connexion avec le public, pour moi, c'est juste très nourrissant. Donc, on s'adapte, après on fait autrement. On fait des lives Facebook tous les jours, on se connecte, on fait d'autres partenariats. Je viens de lancer un projet hier que j'aurais peut-être jamais lancé si ce qui se passe n'était pas en train de se passer. Donc, ça crée d'autres connexions. Et moi qui suis dans la transmission, ben ça me permet de l'être encore plus que de façon générale, et ouais, de connecter avec un maximum de personnes pour apporter beaucoup de sourires, beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance dans la façon que cet événement a à nous proposer de nous réinventer. Je crois que c'est vraiment ça, moi, qui me parle beaucoup et que j'essaie de communiquer. Voilà. Merci. Alors, je vous rappelle de nous offrir un j'aime ou un j'adore ou n'importe quoi qui nous aide à faire beaucoup plus visible cet échange magnifique que nous allons avoir ensemble. Alors, il y a des gens qui disaient tout à l'heure avec David Laroche qu'on dira qu'on n'est pas en compassion avec les gens qui souffrent. C'est pas ça. Je trouve super regrettable ce qui arrive à mon cœur. Parfois, c'est pas vous, mais mon cœur se rétrécit parfois on s'ouvre plutôt quand je sens la souffrance des gens qui sont malades, qui meurent, comment s'appelle, la famille. Donc, pour la personne qui disait qu'on dirait qu'il n'y a pas de compassion, si, il y a énormément de compassion, mais on parle aussi d'autres aspects. Hein. Alors, oui. Oui, Anna, oui, parce que je pense que quand on est à côté de quelqu'un qui éprouve de la joie, indirectement, on ressent sa joie. Donc, même, y a pas je pense qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir de vivre des moments de bonheur, de gaieté, de joie, parce que notre joie, de par cette façon, se diffuse et aide également les personnes qui sont en première ligne, le personnel soignant, les personnes qui sont là pour pointer nos courses au supermarché, les personnes je voyais tout à l'heure des bus qui continuent à rouler, des chauffeurs de bus. Donc, indirectement, je pense pas que dans un état de souffrance, on aide vraiment ceux qui vivent des difficultés. Ouais. Bon. Ou en rajoutant plus de souffrance ou d'énergie basse, etc. Tout en étant en compassion. Hein. Je répète pour la personne qui faisait ce commentaire. Je réenchéris un peu sur ce que vous dites parce que je suis personnellement auteur de 2 livres sur le sujet
qui invite à, dans les moments difficiles, garder la joie, la gratitude pour qu'est-ce qui va encore bien, parce que c'est un soutien à notre système immunitaire aussi. On parle beaucoup internationalement de, OK, se protéger contre le virus, mais l'important aussi, c'est de favoriser un terrain en dedans de soi où est-ce que le virus n'a pas d'emprise tout autant, parce que si on est dans une attitude qui reste quand même dans la résilience, qui sait croquer les moments de joie au quotidien, qui sait encore savourer la vie, l'amour qu'on a pour nos proches, pour notre santé, si on n'est pas affecté ou quoi que ce soit. Tout ça, ça nous crée un équilibre en dedans qui est favorable en ce sens. Donc, s'autoriser à la joie, s'autoriser la joie, la bienveillance, la sérénité dans ces moments-là, c'est gagnant et c'est même nécessaire à mon sens. Merci. Alors, vos conférences, je les trouve tous les deux, je les ai regardées encore ce matin pour préparer cette interview. Je les trouve de grande actualité en ce moment parce que toi, Lynn, tu parles de l'apport d'humain que je vais parler tout de suite et toi, André, et je vais commencer avec toi, André, pour te poser la question. Tu parles des rêves et en ce moment, il y a comme un moment où on nous invite à vivre le moment présent d'une façon comme jamais. Et nos rêves, c'est comme si c'était un suspense aussi. C'est comme certaines personnes peuvent avoir l'impression qu'il n'y a pas de place pour nos rêves parce qu'on n'arrive pas à se projeter en ce moment. Comment tu sens ça? Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que dans des habitudes, on peut être dans une sorte de bruit ambiant dont on ne se rend pas compte, qui est le bruit de nos habitudes, le bruit de la vie, de la société. Et dans ce bruit-là, cette petite voix intérieure qu'on appelle l'intuition, elle chuchote. Donc, c'est plus compliqué de l'entendre parce que cette petite voix nous glisse nos rêves dans notre cœur, dans notre oreille. Et donc, de ce qui se passe pour l'instant, ça crée du silence. Hein, on le remarque tous, il suffit d'ouvrir la fenêtre pour constater que c'est silencieux. Et donc, dans ce silence, je pense que on peut justement être plus à l'écoute de ces intuitions profondes, de cette petite voix qui nous chuchote et donc qui nous souffle à notre oreille, à notre cœur, nos plus grands rêves. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que on a, du fait d'être dans nos habitudes, d'être dans cette course, d'être dans les impératifs, les choses à faire, les échéances, tout ça, on est dans une forme de routine où on est en mouvement, il faut y aller, et finalement, oui, c'est vrai que je devrais prendre des vacances, mais je les prends pas. Oui, c'est vrai que je devrais appeler cette personne-là à qui je tiens, mais je le fais pas. Oui, c'est vrai que je devrais peut-être travailler moins et m'occuper plus de ça, ou faire ce projet-là et je le fais pas. Et là, ok, bon, j'ai du temps, ok, il y a ça que je peux plus faire, qu'est-ce que je fais? Justement, je peux me poser et me poser la question, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Est-ce que réellement, dans ce que je fais, dans la façon dont je mène ma vie, je me sens complètement à ma place? Et qu'est-ce que je pourrais faire comme petit réglage aujourd'hui? Les préparer pour dans le futur, pour mener une vie avec encore plus de sens, où ces rêves-là prennent vraiment forme, en fait. Je la fais court, Anna, je rajoute juste encore un tout petit truc. Il y a un projet de cœur que j'ai depuis longtemps, et je suis quelqu'un de très créatif, donc je note chaque fois toutes mes idées, d'accord? J'ai un petit carnet à idées que j'utilise rien que pour ça, et je sais que c'est des idées, c'est des projets, c'est des rêves que j'ai, mais c'est pas toujours le moment de les faire. Et il y en a un dans cette liste qui est le projet d'aider toute personne qui souhaite entreprendre sur Internet, d'accord? Et je l'avais noté dans cette liste, et là, pour moi, je me dis, waouh, c'est le moment. Le monde entier prend conscience que Internet, c'est ce qui nous relie aujourd'hui. Et que même si on a une entreprise ou qu'on a un projet d'entreprise, ça devient impératif de pouvoir le proposer sur Internet. Donc, tu vois, j'ai pu vivre, concrétiser ce rêve-là d'aider les entrepreneurs. Ça a démarré hier, donc c'est vraiment tout frais. Et je pense qu'on a tous dans nos armoires poussiéreuses intérieures, à l'intérieur du cœur, des choses qu'on a mis un peu de côté. Et peut-être c'est le moment d'aller à la rencontre de tout ça.
Tout à fait. Attends, je vous ai perdu. Voilà. Il y a une fenêtre qui s'ouvrait. Tout à Est-ce fait. que ça répond à ta question, Anna? Ça répond parfaitement à ma Ouais, question. Et pour super. toi, Lynn, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Peux-tu me reposer la question? Il y a des personnes qui ressentent que, et c'est le cas, c'est-à-dire c'est un moment pour vivre le moment présent. C'est la vie nous appelle fortement à ça. Et donc les rêves, parce que c'est le sujet de la conférence d'André, c'est comme s'il n'avait de place parce qu'on n'arrive pas à se projeter. Qu'est-ce Ouais. qu'on fait avec ces rêves? Oui, même dans les moments difficiles, je vous dirais que c'est encore plus important d'avoir ces rêves-là qui continuent de vibrer au cœur de notre conscience, au cœur de notre cœur. C'est ce qui vient redonner un sens encore plus grand à notre existence. Parce que comme je mentionnais précédemment, on s'est souvent identifié à une carrière. On va demander à quelqu'un, parle-moi de toi. Ah, mais je suis infirmière, moi. Non, parle-moi de la femme que tu es ou parle-moi de l'homme que tu es. Ça, c'est bien différent. Donc, on est sur Terre pour se réaliser. Le travail devient un moyen d'épanouissement, notamment, mais qui malheureusement, au fil des décennies, est devenu une source d'identification. Donc, je trouve que le plus grand rêve que nous avions tous à aller jusqu'au 13, 14, 15 mars, c'était de se réaliser, mais des fois, on n'avait pas le temps pour le faire ou on remettait à plus tard. Qui que l'on soit, on avait tous des fois des petites choses à réajuster là-dessus. Et là, on a un événement qui nous amène à dire « Hey, tu es autre chose, tu es quelqu'un d'autre que le grand mouvement dans lequel tu t'étais peut-être perdu. Et aujourd'hui, ton grand rêve d'être une personne heureuse, peut-être dans plus de simplicité, dans plus d'accueil de ta vulnérabilité, de tes besoins fondamentaux, tu peux aller le toucher. Tu as le temps pour faire cette introspection-là. Donc, dans ces rêves-là, souvent, il y avait des peurs qui empêchaient d'aller toucher le cœur, l'être profond, parce que des fois, quand on a enterré, si on peut prendre l'expression, les émotions, les peurs, certains inconforts, puis qu'on a peur d'aller ouvrir ce tiroir-là, on s'étourdit encore plus dans une réalité qui devient illusoire. Donc, à ce moment-là, en ce moment, nos rêves sont encore plus présents que jamais et demandent à aller chercher cet élan-là en dedans pour s'autoriser à les réaliser quand la vie pourra reprendre son cours de plus en plus, et même dans l'ici et maintenant. Si votre rêve était de partir à votre compte, de travailler à partir de la maison, la vie vous l'offre. Donc, si votre rêve était plus de temps de qualité, la vie vous l'offre. Si le rêve était d'avoir une meilleure santé, plus d'être dans l'écoute de vos besoins, c'est là. Donc, c'est vraiment de revenir à la simplicité, à l'écoute de soi, à ce qui vibre au-dedans de soi, d'arrêter de se mentir à soi des fois sur des besoins qui étaient là puis qu'on ne s'autorisait pas à les avoir. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là, je trouve que c'est un rêve qui se réalise, outre la compassion qu'on peut avoir autant pour les gens qui perdent des proches en ce moment, pour les gens qui souffrent, pour les effondrements financiers, pour nos propres bouleversements intérieurs, qui que l'on soit, s'accueillir là-dedans. Et on veut que quelque chose change dans notre vie, bien des fois les bouleversements, je me dis c'est nécessaire de les accueillir et je termine avec ce petit exemple-là. Dans la vie, des fois, il arrive un tremblement de terre qui est suivi d'un tsunami, on constate les dégâts et on reconstruit. Alors, c'est ce que la vie nous offre avec ce grand tremblement intérieur, comme dirait mon ami Daniel Dufour, le médecin, pour renaître à soi et aller vers nos rêves à la plus grande des simplicités, la plus grande authenticité. Tout à fait. Donc voilà, mes amis, que vous êtes là avec nous. C'est le moment des rêves essentiels, en fait. C'est d'aller à l'essentiel, au rêve qui nous connecte à nous-mêmes, aux autres, etc. Si on n'arrive pas, c'est après ça que je comprends, si on n'arrive pas à se projeter dans des gros rêves, on a tous le rêve du bonheur, le rêve de belles relations, etc. Et là, il y a tout pour le réaliser. Oui, et maintenant j'aimerais parler justement de... Moi j'ai l'impression que nous vivons une espèce d'initiation planétaire. Initiation planétaire à la peur, initiation planétaire à la peur de la maladie, à la peur de souffrir, à la séparation, il y a tellement de choses. Mais une des parties, on est comment ça s'appelle c'est un moment vraiment très riche qui nous demande beaucoup de choses. Et une des parties qui sont très touchées, c'est la peur au manque. Et tu parlais
dans ta conférence de la peur du manque. Et quel est ton ressenti, André, et après je passerai pour Lynn, on va commencer par André et après par Lynn, de cette peur du manque et qu'est-ce qu'on peut faire si on a raison, parce qu'on parle tellement de choses dans les médias que beaucoup de gens peuvent la ressentir et d'une façon légitime. Hein. Oui. Peut-être d'abord dire, je peux juste d'abord dire deux choses. Lynn, je trouve vraiment, je te fais un compliment, Lynn, parce que tu as une façon de t'exprimer extrêmement claire et c'est très agréable de t'écouter. Vraiment, vraiment. Je me faisais la réflexion tout à l'heure en disant, oh, elle parle vraiment bien. Ce qu'elle dit, c'est fluide, elle l'incarne, on sent que c'est authentique, ça vient du cœur. Donc merci, Lynn, c'est formidable. Deuxième chose, pour ceux qui ont vu ma conférence et qui se demandent si le slip que j'utilisais est propre ou pas, c'est un slip propre, bien évidemment, que ça passerait par la tête de certaines personnes. Et ce n'est pas le mien, d'accord, pour que les choses soient claires. Si vous ne savez pas de quoi il parle, il faut aller voir la conférence. Vous allez voir sa conférence, vous allez tout comprendre d'un coup. Hein. Dès les premières secondes, vous allez tout comprendre. Oui. Pour revenir vraiment sur ta question, Anna, la peur du manque, oui, elle peut émerger. Et ce qui est intéressant, j'étais hier en train d'interviewer un expert de l'état d'esprit. Il accompagne des très grands sportifs, des artistes, des grands dirigeants d'entreprise. Et il proposait un exercice tout simple, c'était de s'observer et de se dire, tiens, j'ai une peur du manque qui apparaît. Et de se poser la question, quand est-ce qu'elle apparaît? Est-ce qu'elle apparaît quand je viens de regarder les nouvelles? Ou est-ce qu'elle apparaît quand je viens de discuter avec quelqu'un qui vit de l'anxiété? Ou est-ce qu'elle apparaît, peu importe le contexte, mais c'est intéressant de voir, est-ce qu'elle est en moi tout le temps ou est-ce qu'elle vient d'une circonstance extérieure à moi et qu'elle résonne à l'intérieur de moi? Je pense que ça peut être un exercice intéressant de pouvoir observer cette peur qui peut se présenter parce que c'est clair qu'on est dans une société où on aime le contrôle sur les choses. Et moi en premier, j'essaye de me soigner vraiment, de lâcher prise un maximum. Ce que je fais en faisant le tour du monde, ça m'aide énormément à lâcher prise sur plein de choses, à me libérer de plein de choses. Mais je pense qu'on aime le contrôle. Et cette situation, elle nous est imposée d'une certaine façon. Et on n'a pas de contrôle sur combien de temps ça va durer. On n'a pas de contrôle sur tiens, est-ce que si je suis en chômage économique, est-ce que je vais retrouver ma place? Est-ce que je vais retrouver mon job? On n'a pas de contrôle si je suis dans l'ORECA, est-ce que les personnes vont à nouveau revenir dans mon restaurant? Donc, la peur est liée à, je pense qu'il y a un lien, Méline, c'est ta conférence, t'en parleras certainement beaucoup mieux que moi, mais il y a un lien avec le manque de contrôle. Et donc, on se projette dans des choses en disant, si ça se passe comme ça, du coup, ce sera compliqué, du coup. Et tu le proposais très bien, Anna. Tu as fait allusion tout à l'heure en disant, c'est tellement un moment où on peut revenir dans le moment. Au moment où je vous parle là, j'ai le soleil qui donne sur moi et qui me caresse la peau et je suis en train de sentir cette chaleur. C'est juste extraordinaire, en fait. J'entends le bruit des oiseaux. Dès que je suis connecté à ce qui se passe là, présentement, le bonheur d'être connecté avec vous, avec la magie d'Internet, il y a que de la joie, en fait. Tout simplement. La peur commence à apparaître quand on se projette dans quelque chose. Quand on imagine que quelque chose va se passer d'une certaine façon. Voilà, ça c'est peut-être ma petite contribution par rapport à ce fabuleux thème passionnant. Alors, Lynn, et pour toi? Et il y a beaucoup de choses que j'ai goût de partager, mais je vais y aller par quelques exemples. Quand on parle de peur du manque, on a dans notre cerveau, dans notre inconscient, peu importe comment on l'appelle, ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Moi, je suis une personne qui, dans un premier métier, avait été en diététique et qui a été, tout s'est effondré à un moment donné. Ça m'a amené à aller étudier en programmation neurolinguistique et en faire un métier depuis 25 ans pour aider les gens à comprendre leur programmation.
Quand on parle du manque, dans notre système d'activation réticulaire, ici, qu'on pourrait appeler notre salle de triage au niveau de l'inconscient, si chaque information qu'on reçoit, chaque goutte de pluie, chaque petit oiseau qui passe et tout ça était enregistré par le mental de façon consciente, on ne pourrait pas fonctionner. Donc, ces données-là sont envoyées comme dans des tiroirs. Et qu'est-ce qui est gardé en prédominance? Ce sont notamment nos croyances. Donc, si on a une croyance que le manque est évident pour soi depuis qu'on est petit, si on avait la croyance qu'on est une personne moche, que les gens ne peuvent pas apprécier, le petit système ici, c'est comme si sa mission, c'est de nous démontrer qu'on a raison, que cette croyance-là, elle est vraie parce que c'est ce qu'on croit. Donc, on se retrouve fondamentalement dans les manques, à rencontrer des personnes qui peuvent ne pas nous aimer fondamentalement, des personnes qui ne sont pas capables de nous aimer parce qu'on n'a pas cette perception-là de soi. Et si la peur du manque, elle est là depuis tout le temps, bien, on a enregistré que c'était ça la vie par rapport à l'abondance. On va avoir de l'argent, on va le reperdre, il va y avoir des cycles comme ça. Et je vous parle par expérience parce que j'ai des gens qui m'ont communiqué un peu leurs impressions depuis ce matin suite à la conférence et que ça l'a percuté, je pense, droit au cœur parce que je me livre dans cette conférence-là. Quand on parle d'effondrement, je l'ai vécu. Et il n'y a pas si longtemps. Personne n'est à l'abri d'un détour des fois où est-ce que vous faites, je sais pas moi, une association avec quelqu'un, vous êtes floué, il y a un effondrement économique comme en ce moment, qui que l'on soit. Je connais un grand conférencier au Québec qui était multimillionnaire à un moment donné avant d'être conférencier, il a tout perdu. Et c'est lui qui disait à un moment donné, je me suis pas perdu, j'ai encore moi. Donc, au niveau du manque, moi je parle de mes croyances quand j'étais petite notamment, c'était une honte dans la structure familiale, c'est ce que moi j'avais interprété, d'avoir des dettes. Donc, si on se retrouve à un moment donné à devoir faire un prêt, pour moi, c'était une grande source de culpabilité. C'était pas normal. Donc, j'avais tellement peur d'avoir des dettes que ça l'a fait de quoi à un certain moment donné dans ma vie? Je me suis retrouvée à en avoir beaucoup. Et là, j'avais encore, moi, une culpabilité. Je suis une petite fille qui avait grandi sur une ferme. Mes parents ont travaillé très fort. Et je suis l'aînée d'une famille de 3. Et quand mes parents, je les voyais travailler si fort sur la terre, je me disais, moi, quand je vais être grande, là, vous entendez mon soupçon d'accent québécois, donc je vais parler en dollars canadiens, je me disais, quand je vais être grande, je vais leur donner 500 $ par Noël pour les rembourser pour ce qu'ils ont fait pour moi. J'étais petite et je me sentais redevable. Donc, qu'est-ce que ça l'a fait dans ma vie? J'ai été pourvoyeur bien des fois. J'ai aidé des gens, j'ai donné des choses que je n'avais peut-être même pas pour moi. C'était « Ah, moi, je vais me refaire. Ah, moi, c'est correct. » Donc, le manque, pour moi, s'engendrait par des croyances de non-mérite où est-ce que, regarde, les autres ont tellement travaillé fort pour moi, je vais, moi, subvenir maintenant. Donc, c'est tout ça qui est une introspection qu'on a à faire avec amour, douceur et bienveillance pour s'autoriser à ce que oui, il y a des grands détours. Vous venez de tout perdre dans la crise. Je vais prendre une expression peut-être particulière. C'est correct. C'est un voile qu'on avait aussi. Ben, un voile, le mot est peut-être pas bien choisi, mais c'est un outil d'échange. L'argent, oui, au quotidien, c'est une énergie. Elle est importante. Mais si la notion de non-mérite, elle était là, ben, le voile qui nous séparait de l'abondance était là. Donc, si tout vient de s'effondrer, voyez-le comme un cadeau mal emballé qui vous permet de reconstruire dans l'authenticité, de ne plus avoir honte, de ne plus vous sentir coupable, de ne pas réussir peut-être comme vous vouliez. Et s'il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de réussite, moi, je peux vous dire une chose. J'ai fait une conférence un jour, un 23 décembre, pour une compagnie où est-ce que tous les employés étaient invités à ramasser des sous durant l'année pour aller porter des paniers de Noël à des familles avant Noël. On était juste à 2 jours de cette fête-là. Et puis, ma conférence suivait l'arrivée des gens qui étaient allés porter les paniers de Noël. Et des gens revenaient en pleurant, en me disant, j'arrive d'aller porter un panier de Noël chez des gens qui avaient une grosse Mercedes, une BMW à la porte et la grosse maison d'1 demi-million. Ils n'avaient plus rien à manger parce que les deux avaient perdu leur emploi. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le virus n'a pas de différence entre l'âge, la couleur de peau, le portefeuille de qui que ce soit. Il nous ramène au cœur de l'être. Et le manque d'amour, ça, on n'en manquera jamais. Si, à quelque part, on se donne ce que toi, Anna, tu es en train de créer aussi à travers ce grand mouvement de conscience, on se donne l'amour, le ressourcement et cette autorisation-là à être dans nos vulnérabilités, notre sensibilité. Et dans cet espace-là, on n'aura plus jamais la notion de manque parce qu'on en arrive à pouvoir créer à partir de tout ce potentiel-là, dans le respect de nos valeurs, dans la fluidité. Et c'est ça, les masques et les façades qui viennent de s'effondrer, enfin, pour un monde meilleur.
ça vient me chercher parce que c'est de la Merci, merci Lynn. Wow, magnifique. Merci. Alors, à yo me votre tomo, santé, c'est de l'eau de vie. oui, moi je n'ai plus. Yo me tomo, bon, nous trois, je sais pas, André, je crois que dans ta conférence, tu as dit que tu avais 40 ans. Je sais pas si je peux te demander, Moi, Lynn, 56 ans de jeunesse. combien? 56 ans de jeunesse, mère de 2 beaux grands-enfants et mamie de 5 petits trésors. Voilà, donc l'idée, c'est pas pour dire nos âges. Moi, 50 le 6 mai, bientôt. Et on commence, en fait, tout ça pour dire qu'on commence à avoir une petite expérience de vie. Et je ne sais pas vous, mais moi, dans ma vie, j'ai connu des crises après des crises. Hein. C'était plus ou moins ma vie. Jusqu'à, je sais pas, 7 ans que j'ai stabilisé un peu ça. Et mon constat, c'est que combien de fois je dis, cette fois-ci, je ne vais pas me sortir, et je ne sais pas comment je vais faire. Et aujourd'hui, je vois qu'à chaque fois, je suis quoi faire, qu'à chaque fois, je me suis sortie, et surtout, que les choses horribles que j'imaginais qui allaient se passer ne se sont jamais passées. C'est fait. Tout de suite, il y a quelqu'un qui va me dire, oui, mais cette fois, c'est différent. Qui l'a dit? On ne sait rien. C'est peut-être le cas, peut-être pas. Et est-ce que vous avez fait, vous, André et Lynn, dans votre vie, le même constat? Tout à fait. Oh non, non, André, est-ce que tu veux commencer? Oui, oui, avec plaisir. Tu sais, moi quand j'étais petit, mes parents m'ont mis ce qu'on appelait au louveteau, c'est des mouvements de jeunesse. Et puis après les louveteaux, j'ai été au scout. Puis je suis devenu chef scout. Puis bon, j'ai fait, je considère ça vraiment comme une école de vie. S'il y en a parmi vous qui se posent la question de faire ça à leurs enfants quand tout ceci sera passé, assurément, c'est magnifique. Ouais. Et dans cette expérience, on faisait ce qu'on appelait des jeux de pistes. C'est-à-dire, on devait faire un trajet et il y avait des endroits où on devait trouver un message qui était caché quelque part. On devait rechercher, trouver le message, continuer notre route. Et je vois vraiment la vie comme un jeu de pistes. Et c'est Will Smith, un jour, je vois une vidéo formidable sur lui, si vous avez l'occasion de la voir, c'est une vidéo où il parle de son saut en parachute. Vraiment, vous tapez saut en parachute Will Smith sur Google, il explique que derrière nos plus grandes peurs, derrière nos plus grandes difficultés, se trouvent nos plus grands rêves, se trouve la magie de la vie, en fait. Et dans chaque effondrement que j'ai pu vivre, je peux en énumérer quelques-uns. Mes parents m'ont jeté de chez eux à l'âge de 21 ans. On m'a annoncé un jour un cancer. J'ai arrêté mes études parce que je sortais et que je me droguais. J'ai vécu 2 divorces, une faillite. J'ai été fiché bancaire. Je peux vous sortir, je sais pas combien, j'ai 40 ans. Ok? Je me considère jeune, vraiment. Intense, mon cher. Tu dis, Anna? Tu as eu une vie intense. Une vie intense, mais derrière ça tout. te va bien quand tu parles de ta sensibilité, de ta vulnérabilité comme ça, parce que c'est ça qui va chercher le cœur des gens dans l'écho de conscience que tu projettes. Et merci. Ouais. Tout à fait. Complètement, complètement. Et j'en parle souvent et avec plaisir, mais je pense pas que j'ai abordé ça ici dans la conférence que j'ai fait ici Non, pour le sommet de la conscience. C'est pour ça que je vous le partage vraiment à cœur ouvert. Mais dans toutes ces crises, dans tous ces effondrements, c'est difficile parce que dans le moment, on a l'impression qu'on est seul au monde. Même si on est accompagné, on vit une solitude profonde. On a l'impression que ce sera tout le temps comme ça. Quand on vit des émotions très compliquées, très inconfortables, on a l'impression qu'elles seront éternelles, en fait. Et donc, on voit pas le bout du tunnel. On a l'impression qu'on envisage le pire, etc. Et en fait, finalement, après coup, je me dis, waouh, tous ces moments, ils ont fait de moi une meilleure personne. Aujourd'hui, quand je dois accompagner quelqu'un, du fait d'être, passé par tous ces événements, me permet de mieux comprendre l'humain.
m'a permis de mieux me connaître, vraiment beaucoup, et de savoir quelles sont mes ressources profondes. Sur quelles ressources est-ce que je peux m'appuyer sur quand il y aura d'autres effondrements? Comment est-ce que je peux me connecter à cette force qui est en moi et qui est en chacun de vous, en fait, finalement? Donc, je pense écrire ces effondrements nous apprennent des choses. Il y a un cadeau derrière, comme un jeu de piste. Bon, quand on est dedans, on le voit pas toujours. Hein, on a tendance à pester, à pas voir le bout du tunnel, mais derrière, il y a vraiment ça. Et vous avez certainement, les amis qui nous regardez aujourd'hui, fait des expériences de vie dans ce sens-là. Une maladie, un divorce, je me souviens, divorce, je me retrouve tout seul et je me dis, qui voudra encore de moi, en fait? Qui voudra encore de moi avec cette étiquette de divorcé? Parce que je viens d'une éducation judéo-chrétienne où vraiment, quand on s'engage dans le mariage, c'est à vie, en fait. Donc, je viens aussi de cette éducation. Et à ce moment-là, je voyais aucune possibilité. Et puis bon, aujourd'hui, je le dis avec un grand sourire et en ayant reçu le cadeau qui était derrière, mais ouais, je pense il y a vraiment un cadeau derrière chaque effondrement, chaque crise. Et donc la question, comme Éline le disait très bien tout à l'heure, c'est de voir être, même si on traverse une période difficile, on peut se connecter à la gratitude d'instant. On peut se connecter à de la joie qui passe, qui nous envahit à certains moments. Et comment de là, on peut se réappuyer sur nos ressources profondes pour continuer à avancer vers nos rêves, sur notre chemin de vie, peu importe, aller vers eux. J'aurais un petit exemple par rapport à ça. Est-ce que je peux, Anna? Oui, parce qu'en plus, j'ai fini, je pense. La chose que je voulais rajouter par rapport à ce que tu entends dire, André, c'est que j'ai l'impression, je commence aussi, après ma petite expérience de vie de 50 ans, à me dire qu'on a beaucoup plus de ressources, mais à l'énième fois, plus de ressources que les preuves que notre âme, parce que pour moi, c'est notre âme nous envoie. Et que justement, ça que si nous sommes tous les trois ici, parce qu'on est des survivants quelque part, hein, si nous sommes tous les trois en train de vivre ici, de parler ici, c'est grâce à ces épreuves magnifiques. Oh, André parti. Bon. Ah oui, il arrive, je l'introduis à nouveau. Alors, Lynn, pour toi. Oui, c'est ça. Deux petites choses qui me venaient le temps que tu parlais, André. Par rapport à nos émotions, parce que moi aussi, j'arrive de loin, je fais pas ce métier-là par hasard. C'était quelque chose. Personne fait ce métier par hasard, ma chère. On va y faire tous les détails. Mais c'est ce qui a fait ma carrière aussi. Mais dans ce qu'on vit actuellement, il y a des peurs, il y a de la tristesse. Et qu'est-ce qui va se passer comme phénomène souvent? C'est qu'il y avait peut-être ces émotions-là qui pouvaient être enfouies depuis longtemps. Et là, c'est comme si c'est quelque chose qui vient pousser sur le bouton où est-ce qu'on n'est plus capable d'en prendre. Donc, donnez-vous le droit de pleurer. Là. Il y a quelque chose qui arrive, ça ne va pas une journée. Pleurez à chaudes larmes s'il le faut. Ça va peut-être durer 15 minutes, mais vous allez vous autoriser à dégager. Ça, c'est une chose. Et après ça, on revient plus centré. Et c'est là l'exemple de mon amoureux que je veux vous partager. Il m'expliquait l'autre fois, il dit, on partage beaucoup des choses en conscience, et il me dit, ferme tes yeux. Il dit, imagine-toi qu'en avant de toi, il y a un grand cercle et un point au centre de ce cercle. Et tout à coup, ce cercle-là se rapproche de toi et tu t'aperçois que le point, c'est toi. Et il me dit ça je m'en viens avec le cercle. Il dit, moi, je me considère comme un homme libre intérieurement. Libre penseur, libre de créer sa vie, de faire ses choix. Et il dit, nos émotions. Le cercle, il dit, imagine-toi que c'est comme tout rempli d'émotions, ce cercle-là. Des joies, des peines, de la gratitude, des émotions et sentiments, de la déception, de la frustration, de la colère, de la paix, de la sérénité. Elles sont toutes là, ces sensations ou émotions-là sur le cercle. Et toi, tu es au centre, libre de choisir avec lesquelles tu vas faire ta journée. Donc, tu peux avoir besoin de temps en temps d'aller chercher un peu de colère parce qu'il faut que tu prennes ta place. Ça ne veut pas dire qu'on ne casse tout. Tu peux avoir besoin des fois d'aller chercher un peu de tristesse. Mais si on s'approprie ça comme une identité, on s'y perd. Alors, on peut le redéposer ça et choisir d'aller avec la paix qu'on se crée au quotidien, choisir de valser avec la joie. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on est en position de choix. Ça ne se règle pas avec le mental, ces choses-là. C'est vraiment dans les nouvelles actions, les nouvelles ressources qu'on va chercher comme on partage tous ensemble. Mais c'était l'image mentale qui me venait. On est libre quand on reste au centre de ce cercle-là au lieu de s'y identifier, tout simplement.
Merci, Lynn. Alors, je vous rappelle que, bon, André Roberti est parti. Je suppose, il a eu un problème. Il était trop pressé d'aller réaliser ses rêves. Oui. On y va, c'est maintenant. Oui, bien, bien. Alors, en attendant, André, je vous rappelle que la conférence de Lynn Bolduc de l'apport du manque à la confiance, c'est ça? Oui. À l'abondance, pardon. L'abondance. C'est disponible depuis ce matin gratuitement dans le Sommet de la Conscience et que la conférence d'André Roberti, tu nous rappelles le titre parce que je ne l'ai pas encore cherché. Donc c'était les 3 étapes pour se libérer du regard des autres et oser vos rêves. Exactement. Je pense, de moi. Ok. Pas sûr. Est disponible depuis ce matin gratuitement aujourd'hui et encore demain. Et je vais vous inviter à nous aider parce qu'on connaît tous des personnes qui sont dans la porte du manque, on connaît tous des personnes qui n'osent pas ces rêves, qui sont paralysées par le regard de l'autre. Peut-être avec un clic, vous pouvez changer la vie de ces personnes. Non posez rien, mais tiens, il y a une conférence, je te le vois si la regarde, et voilà, il y en a. Et je vous invite vraiment à nous aider à partager tout cet échange et aussi les conférences d'André et de Lynn. Alors, on va bientôt vers la fin, mais je voulais vous poser quelques questions, encore 2 questions. Donc, si vous pouvez répondre rapidement, pour que je puisse poser mes 2 questions que je tiens absolument à vous poser. Alors, la première, bon, on en a déjà parlé tout au début, j'ai l'impression qu'on va vers un nouveau monde, ok? Et en même temps, les gens, j'ai l'impression que certaines personnes, surtout dans la spiritualité, dans le développement personnel, pensent que ce monde, on finit le confinement et le monde est là. Est-ce que vous avez l'impression que ce monde, on va avoir besoin de le créer? Et comment commencer à le créer déjà en soi? André, Lynn, est-ce que tu veux commencer, André, s'il te plaît? Oui, je peux. Je pense que c'est une question très vaste. Tu pourrais faire un sommet, Anna, rien que sur cette question, vraiment. Peut-être on le fera. Oui, ça pourrait. Je pense que ça intéresserait beaucoup de monde. Je pense que on va voir ce nouveau monde ou une adaptation de l'autre en fonction de ses propres croyances. Lynn expliquait à quel point nos croyances nous conditionnent. Quelqu'un qui a l'impression que tout va mal depuis des années va dire bah oui, tout va mal et donc tout va continuer à aller mal. Quelqu'un qui est beaucoup plus optimiste va dire ah mais non, regardez, ça se passe justement pour pouvoir se réinventer et faire les choses autrement. Donc chacun va lire ce qui se passe avec ses propres croyances. Le truc c'est que si on vit ceci chacun comme une parenthèse, eh ben le monde il va continuer à aller exactement comme il allait. Ça c'est ma conviction. Même si je suis fondamentalement optimiste dans ma vie parce que cette pause qu'il y a eu, faut bien se dire quelque chose, c'est que si dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, on réouvre tout, le monde va carburer pour rattraper, notamment au niveau de l'industrie et tout, et les personnes qui souffrent de manque de financement, etc., pour rattraper le retard qu'ils ont accumulé. Et donc, ça va recréer énormément de stress, énormément de pollution, énormément. Je pense que ça peut prendre cette direction. Et donc, je pense que on a chacun un rôle primordial. Vraiment, c'est notre responsabilité profonde à chaque être humain. Si on veut chacun un nouveau monde demain, et oui, c'est possible, et oui, c'est ma conviction qu'on peut le faire. Ça nous demande d'être une nouvelle personne nous-mêmes. Si on repart dans nos anciennes, mêmes mauvaises habitudes d'avant, on sera exactement la même personne. Et cette somme de personnes constitueront exactement les mêmes villes, qui constitueront les mêmes nations, qui feront le même monde, exactement. Par contre, si on décide et qu'on fait tout pour se réinventer, pour exprimer le meilleur de nous, pour changer des choses à l'intérieur de nous profondément, de s'autoriser
à briller, à être qui on est vraiment, eh bien, ça va retentir sur les autres. Hein, il y a un poème fantastique. Ah oui, excuse-moi, tu nous as dit d'être court, Anna. Je suis vraiment désolé, vraiment désolé. Il y a un poème. Je viens de faire le dos de ma dernière question, c'est pas grave. Ok, mais je finis juste par là. Il y a ce poème de Marianne Williamson qui sur la peur d'être qui on est vraiment, et elle explique qu'en fait, quand on brille, on donne l'autorisation aux autres d'en faire de même. Et donc, si on accède à notre personne profonde, qui on est vraiment, au-delà de tous nos conditionnements, toutes nos habitudes, tout ce qu'on a pu faire dans le passé, et qu'on libère ça, on va donner l'autorisation aux autres d'en faire de même. Et donc, oui, comme ça, on crée un nouveau monde. Sí, créons un nouveau monde. Et pour toi, Lynn? Écoute, il y a 3 choses qui me viennent en tête par rapport à ça. C'est certain que c'est une invitation à laisser aller l'ego. Et je parlais avec un ami qui est psychologue industriel récemment. Et moi, je suis conférencière depuis toutes les années en entreprise, entre autres au niveau du bonheur, bien-être au travail, joie de vivre, saine communication, prévention d'épuisement, tout ça, leadership, conscience, santé mentale. Et pourquoi je vous mentionne ça? Parce qu'il me racontait, il dit, moi, je suis en ressources humaines, je suis psychologue industriel, et il y a à peu près jusqu'à 6-7 mois, il dit, je passais encore pour un gourou en disant que j'aimais ça, moi, méditer et aller me ressourcer. Et il dit, dernièrement, je reviens d'une retraite de leadership conscient où est-ce qu'on a mangé végétarien, on a médité, on était des chefs d'entreprise ensemble et on sentait ce besoin-là de se ressourcer, de faire le calme et de passer à un autre niveau. Donc, je me dis, on est devant l'opportunité de faire une éducation sociale à grand niveau. Je me dis, même dans nos écoles qui sont fermées un peu partout, quand ça va reprendre, les professeurs vont avoir des choses à ramener aux enfants, je ne peux pas croire. Les familles, il y a des niveaux de conscience qui vont s'être partagés socialement à toutes sortes de niveaux. Donc, quand on parle de nos croyances en lien avec le confinement, en lien avec comment on peut gérer le tout, je vais faire un petit parallèle avec les croyances. Je vous pose quelques questions. Si je vous dis, que pensez-vous de l'argent? Il y a un mot, une petite phrase spontanément qui vous est venue en tête. Si je vous dis, que pensez-vous de l'amour? Encore là, il y a un petit mot, une petite phrase qui vous vient. Que pensez-vous de vous-même? Même chose. Que pensez-vous de votre couple s'il y a lieu? Même chose. Le mot, la petite phrase qui vous venait, c'est la croyance de base, bien souvent, qui s'exprime. Donc, si par rapport à l'argent, ce qui est venu, c'est du trouble, si par rapport à l'amour, c'est on ne peut jamais être heureux, bien, c'est une belle invitation à percevoir les choses différemment. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, on est en confinement, oui, mais c'est le temps de cesser de se confiner à des choses qui sont désuètes. Donc, je pense que si on s'allie tous ensemble comme on le fait, on va faire un peu comme la théorie qui appelle du centième singe, je ne sais trop, là, qu'ils montent à des singes de laver leurs pommes de terre, mais tout à coup, c'est les singes un peu partout ailleurs qui sont en train d'être capables de le faire. Donc, dans cet esprit de conscience qu'on pourrait appeler quantique, dans l'invisible, dans la vibration planétaire qui se crée, on a ce pouvoir-là individuellement d'être dans un rôle influent pour amener plus de conscience. Et dans ce rayonnement-là, dans nos partages, bien, ça crée 2 spirales potentielles. On a une spirale qui peut être ombragée, qu'on pourrait appeler grise, par exemple, et on a une spirale lumineuse où est-ce qu'on a le choix d'aller s'y greffer, et elle, on est en train de la créer tout le monde ensemble, et elle peut grandir et prendre de la vitesse de l'expansion, de la hauteur. Et je pense que, fondamentalement, l'être humain a besoin de ce bonheur-là. Et en ayant eu assez peur, en ayant eu assez de doutes, de manque, bien, il y a un instinct de survie qui va basculer, à mon sens, de plus en plus vers ce côté lumineux-là, parce que, veut pas, c'est inné en nous, cette soif de bonheur-là, même si on est programmé pour la souffrance bien des fois à notre insu. Donc, moi, je crois profondément en l'humain. Je ne suis pas illusoire pour autant, ni dans l'utopie, mais je pense que ça peut prendre un certain temps. On n'a pas de délai sur cette élévation plus massive, mais je pense qu'au moins, on vient de créer des fondations importantes qui vont nous permettre de construire. Et tous ensemble, bien, ça permettra de voir à quelle vitesse on pourra le faire, mais on est sur la bonne voie.
Magnifique. Alors, je renonce pas à ma dernière question, mais je voulais demander quelques secondes. Est-ce que vous êtes confiant par rapport à ce qui se passe et ce qui on ne sait rien parce que c'est le grand incognite? Est-ce que vous ressentez la confiance? Moi, personnellement, oui. Parce que ça fait une dizaine d'années que je me documente personnellement sur toute cette avenue d'un nouveau monde. Je me suis dit, j'ai été voir les pires scénarios qui étaient anticipés comme les plus doux. Je suis vraiment préparée intérieurement. On dit on n'est jamais assez préparé, mais c'est peut-être qu'est-ce qui me permet dans ce rôle professionnel-là que j'ai de pouvoir mieux comprendre la vulnérabilité des gens, de mieux aider, de mieux partager et de m'accueillir dans mes zones de turbulence parfois aussi. Donc, c'est une invitation, je pense, quand on parle d'être confiant, quand on va chercher des ressources, quand on se permet de se documenter, certes, on a une vision plus en perspective, plus rationnelle, mais pas rationnelle dans le sens de l'ego et du contrôle et tout ça, mais plus libre-penseur. Et on est capable de voir s'il y a un endos à la médaille également. Parce que je me pose certaines questions, on n'ira pas dans ce sujet-là. Et puis, ça nous amène à se détacher du plan émotionnel que quand on s'en va dans les peurs, dans le stress, dans la panique, on n'est plus capable d'accéder à nos pensées, à notre efficacité, à des bonnes décisions. Donc, ma confiance, elle est en ce sens que oui, si on revient avec des outils comme ça, qu'on prend le temps de faire le calme, de s'introspecter en dedans, puis de rester proactif, s'accueillir, pour faire un petit résumé de ce qu'on a partagé aujourd'hui dans nos vulnérabilités, mais de rester en action avec de nouvelles ressources, tout est possible. Donc, fondamentalement, je suis confiante que ce grand bouleversement-là, même s'il est pénible pour une majorité de gens, pour ne pas dire tous, c'est la source de la renaissance qui, sans dire qu'on avait besoin, parce qu'on n'a jamais besoin de souffrance, là, mais qui va nous permettre enfin d'être libres à pied d'égalité. Merci, Lynn. Magnifique. Et pour toi, André, est-ce que tu es confiant? Assurément, Anna. Quand tu évoques le mot confiance, ça me fait penser au mot foi, vraiment. Et j'ai une foi inébranlable en l'humain et j'ai une foi inébranlable en quelque chose de plus grand que moi, vraiment. Alors chacun peut l'appeler comme il veut. La nature, la vie. Moi, j'ai plus tendance, depuis relativement récemment, je dirais 1 an ou 2, à appeler ça Dieu. Et j'ai foi en la vie, j'ai foi en ce qui nous attend. Et je pense que c'est dans cette foi, dans cette confiance qu'on peut construire le nouveau monde. C'est sur cette base-là, en fait. C'est inévitable. Donc, même si parfois on peut avoir des doutes, c'est pas parce qu'on a des doutes qu'on n'a pas la foi. C'est normal, elle en fait partie. Mais de toujours se recentrer sur cette foi inébranlable c'est que de la magie. Je peux regarder là dehors ce qui se passe. Il y a de la magie en fait dans ce qui se passe, des choses inexplicables. Donc moi, dès que je me connecte à ça, en tout cas, ça m'aide personnellement, Anna, à sortir de mon petit moi. Dès que je suis dans mon petit moi, la peur apparaît. La peur du manque dont Lynn a parlé, la peur d'autre chose peut apparaître. Je suis quelqu'un qui a souffert de beaucoup d'anxiété. Dès que je suis dans mon petit moi, la peur apparaît. Dès que je m'abandonne, dès que je lâche prise, dès que je me dépose dans quelque chose de plus grand de moi avec une foi immense, je me connecte à quelque chose de plus grand et ça m'aide à avancer, à construire, à créer, à me relever. Et donc, assurément, j'y crois et bon, si ça peut vous aider, vous aussi, de vous connecter à quelque chose qui est plus grand que vous, je pense là, on peut construire quelque chose de fabuleux. Je trouve ça intéressant parce que si je peux dire une chose, si je n'avais pas eu la spiritualité, je serais probablement morte aux alentours de l'âge de 30 ans. Le médecin ne croyait plus en moi. J'étais effondrée physiquement, moralement. Et le médecin, je voulais jouer la femme forte et le médecin me dit, si tu n'acceptes pas quelque chose pour t'aider à dormir, te calmer les nerfs et te recentrer, tu ne verras probablement pas grandir tes enfants. Et il avait raison. Et de là est une grande traversée qui a commencé pendant 4 ans. Et j'avais tellement peur de ne pas survivre à ça. Et c'est toujours resté pour moi de me connecter à quelque chose de plus grand. J'aurais pas peur des mots aujourd'hui. J'ai rarement parlé comme ça en conférence, mais je pense que la porte, elle est ouverte et qu'on peut s'y aller aujourd'hui.
Je me disais, ça m'arrive encore dans des grandes traversées, ordre divin, merci de te manifester dans mon corps et dans ma vie en ce moment. Et encore une autre que j'utilisais des fois, la situation est divinement résolue et dépassée. Pourquoi que, oui, la spiritualité, peu importe vos croyances, mais quand on n'arrive pas à régler des choses avec le mental, on ne peut pas trouver de solution à partir du même lieu si on veut qui a créé la problématique ou qui la maintient. Il faut changer de niveau. Il faut faire une image de soi avec cette émotion-là, par exemple, qu'on envoie dans notre cœur, parce que le cœur, c'est prouvé que l'intelligence intuitive du cœur, le cœur a son propre cerveau. Il y a un livre, entre autres, qui s'appelle L'intelligence intuitive du cœur. Ce sont deux scientifiques qui en ont fait la démonstration. Il est immensément plus électromagnétique que le cerveau et est capable de transformer en étant connecté sur le grand tout des choses. Donc, vous vivez quelque chose de difficile en ce moment. La peur du manque ou autre. Oui, il y a l'aspect spirituel avec les petites phrases que je viens de vous donner, mais faites-vous une image de vous, par exemple, avec l'image de vous en 2-3 secondes là, que vous avez peur. Prenez cette image-là, envoyez-la dans votre cœur. Vous imaginez votre cœur comme une belle flamme. Là, vous avez peut-être le doute en vous disant, oui, mais est-ce que ça fonctionne tout ça? Prenez l'image de vous qui doute, envoyez-la dans votre cœur. Moi, je peux vous dire que je ne sais pas combien de fois j'ai utilisé ce petit exercice-là pour des choses qui étaient dénouées, y compris une situation avec une personne que je ne trouvais pas d'issue, et un ami m'avait partagé ce truc-là, et 36 heures après, c'était réglé. C'est pas toujours aussi facile que ça, la vie. Il n'y a pas toujours des fois des solutions aussi rapides, mais c'est un petit truc qui nous amène à changer de niveau pour justement créer de l'expansion. Parce qu'on est en plein saut quantique, c'est à peu près le mot qu'on pourrait dire. Un saut quantique, c'est un revirement majeur qui nous amène en conscience, qui nous fait ressentir des choses différentes. Donc, on est dedans en ce moment. Donc, spiritualité, certes, pour ceux à qui ça parle, et le langage du cœur, c'est pas toujours la porte la plus lumineuse pour nous amener des transformations. Merci à vous deux. Alors, je vais vous proposer qu'en plus des exercices que Lynn vous a proposé, et à André aussi, que si vous avez des doutes, regardez cette conférence en boucle, regardez cet échange en boucle parce que je trouve que ça a été magnifique. Merci beaucoup. Je crois que beaucoup de gens vont s'aligner à l'écoute de cet échange. Merci, merci, merci pour redonner cet espoir, pour redonner cette foi. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle à vous, cliquez sur j'aime, sur j'adore, parce que je crois que ça le mérite. Deux, de nous aider, s'il vous plaît, à partager cet échange. Imaginez-vous la quantité de gens qui sont dans la peur et ce qui vient de se passer ici, c'est juste magique, ok? Et ça peut changer la vie d'une personne, cet échange. Je suis complètement convaincue. Et aussi, demain, on va continuer avec Charlotte de Silghi. Est-ce que cette crise, c'est une chrysalide? C'est la question que s'est posée Charlotte de Silghi. Elle va nous la répondre demain. Donc, je vous attends demain à 18h, comme chaque soir. Venez nombreux, invitez vos amis, invitez les gens que vous connaissez parce que ça va être encore un moment magique. Merci à vous deux, Lynn et André. Vraiment. Merci André, c'est un plaisir de vivre ça avec vous deux. Merci à chacune qui avait passé ce temps-là avec nous. Alors, prenez plaisir à vous amuser, à vous transformer. Ça change tout. Je vous dis à très bientôt. Bye. Ouais.